Bonjour à tous, collègues. Nous allons attendre un petit peu que l'ensemble des participants nous rejoignent. Je vois que les participants arrivent au fur et à mesure, donc on va attendre une petite minute et on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la construction de systèmes de protection sociale inclusifs pour les personnes handicapées, avec un focus sur les pratiques et les programmes en cours en Afrique francophone. Euh, Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, ce webinaire se concentrera sur différentes questions liées à la protection sociale relative aux personnes handicapées, une protection sociale qui doit soutenir leur inclusion dans la société, autant de niveau social qu'économique. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'un partenariat mondial pour la protection sociale universelle, USP 2030, qui vise à atteindre les objectifs de développement durable. Il a pour but de faciliter le partage de connaissances sur le renforcement de la protection sociale en Afrique francophone en général, et sur ce webinaire en particulier, la question du handicap. Donc ce webinaire est organisé conjointement avec un groupe interagence sur le handicap et la protection sociale, qui a travaillé sur le développement notamment d'un document technique qui vous sera présenté ultérieurement. Donc je me présente, je suis Alexandre Cotte et je suis spécialiste des politiques sociales, notamment sur le handicap et la protection sociale au siège de UNICEF à New York. Prochain slide. Donc avant de commencer, quelques éléments de logistique. Donc cette session est enregistrée et elle sera disponible en ligne sur socialprotection.org après le webinaire. Elle sera envoyée à tous les inscrits à la session. Vous avez aussi des sous-titres qui sont automatiquement générés et vous devez cliquer sur l'icône CC avec la petite flèche à côté et choisir la langue, puisque par défaut, Zoom fait les sous-titres en anglais. Donc, si vous voulez les sous-titres dans la langue du webinaire en français, il faut que vous alliez cliquer sur la petite flèche à côté du CC et cliquer français. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de discussion. Non, pour vous présenter et faire des commentaires, utilisez la boîte de discussion, mais pour poser les questions, utilisez la boîte de questions, hein, question et answer, question and answer, Q&A. Merci de préciser votre nom pour qu'on puisse avoir dirigé mieux les réponses et revenir vers vous, le cas échéant. Voilà. Donc le programme de la session, nous allons avoir des mots d'introduction de la part de Madame Katiama Mariam Siloué, qui est directrice de la promotion des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, pour un peu nous situer l'importance de ce sujet. Ensuite, nous allons avoir une présentation de Monsieur Andrei Tretiak, qui est spécialiste de la protection sociale à la Banque mondiale, et qui va nous faire une présentation sur les coûts liés au handicap comme vecteur de pauvreté et de vulnérabilité, et comme objectif
à adresser en termes de protection sociale. Ensuite, Véronica Wotsak, qui est spécialiste de protection sociale à l'Organisation internationale du travail, va nous faire une présentation un peu sur les données globales d'accès à la protection sociale des personnes handicapées, mais aussi du cadre normatif et technique que nous avons travaillé sur la protection sociale pour l'inclusion des personnes handicapées. Suite à ces deux présentations, nous allons avoir un moment par rapport à vos questions que vous auriez posées ou vos commentaires. Et ensuite, nous allons avoir une discussion focalisée sur l'Afrique de l'Ouest avec nos collègues, Monsieur Yatma Fall, qui est président de la Fédération ouest-africaine des organisations de personnes handicapées, et est aussi un haut conseiller des collectivités territoriales en charge de la santé et des affaires sociales. Nous avons aussi avec nous Monsieur Omar Sido, qui est président de la Fédération nationale des aveugles du Niger et qui est chef de projet national Education Cannot Wait, mais aussi l'ancien président de la Fédération nationale des personnes handicapées du Niger. Et Madame Siloué sera aussi partie de cette discussion en représentant le ministère de Côte d'Ivoire. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Mariam Katiama Siloué, directrice de la promotion des personnes handicapées de la Côte d'Ivoire, pour quelques mots d'introduction. Madame Siloué, à vous la parole. Merci, monsieur. Bonjour à tout le monde. Et je suis Madame Siloué Katiama Mariam, la directrice de la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, comme il vient de le dire. Et je suis vraiment très heureuse d'être là et de participer à ce binaire sur le thème de construire des systèmes de protection sociale inclusifs pour le handicap, bonne pratique de l'Afrique francophone. Donc, il faut savoir aussi que la mission de la direction de la promotion des personnes handicapées est de promouvoir les droits, l'autonomie et l'intégration sociale, éducative et professionnelle et économique des personnes handicapées. Donc, nous sommes une direction centrale et nous relevons du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Voilà ce que j'avais comme introduction. Oui, j'ai toujours la parole. Oui, merci. Non, non, merci. Merci beaucoup. Je me suis Merci. présentée, j'ai présenté ma direction, je relève de tel ministère, de l'Emploi et de la Protection sociale. Très bien. Donc, voilà un peu que je participe à cette activité. Et j'ai donné le thème de l'activité qui est construire des systèmes de protection sociale inclusifs pour le handicap, bonne pratique de l'Afrique francophone. Merci Donc beaucoup. voilà un peu mon introduction. Merci beaucoup, Madame Siloué. Donc, un des points essentiels dans Oui. tout le travail que nous avons fait ces dernières années sur Mhm, l'inclusion des personnes handicapées, c'est mhm. la prise en compte des coûts du handicap. Donc, nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Andrei Tretiak, qui va nous parler de quelques concepts et de données sur les coûts du handicap. Ensuite, nous allons parler avec Véronica Wotsak, qui nous présentera le cadre et les données plus générales sur la protection sociale et les personnes handicapées. Et nous aurons ensuite une conversation avec Madame Siloué, Monsieur Fall et Monsieur Sido. Andrei, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alex. Donc, ce que je vais présenter ici, c'est le fruit de travail de plusieurs en fait agences. C'est le fruit de travail à la fois de UNICEF, de la Banque mondiale et de BIT, parce qu'ici on présente non seulement aussi le coût supplémentaire lié au handicap, mais aussi on peut le rôle de système de protection sociale, ce qui ce que Alexandre l'a déjà évoqué. L'année dernière, elle a sorti un document technique sur le rôle de protection sociale qui est le fruit
de la plupart des agences onusiennes et et qui supportent, en fait, qui montrent, en fait, quelle est l'importance de protection sociale dans ce domaine-là. Donc, premièrement, on commence par le fait qu'en fait, ce qui paraît peut-être évident, mais en fait, ça vaut la peine quand même de souligner qu'en fait, les familles et les ménages où les personnes handicapées vivent, c'est des familles et des ménages qui ont des dépenses supplémentaires. Et ces dépenses supplémentaires ne sont pas toujours visibles, mais on sait qu'il y a des dépenses qui sont très spécifiques au handicap. Par exemple, quand on achète les aides techniques, quand on paye les programmes de réhabilitation, quand on embauche ou qu'on mobilise une personne euh, qui fait l'aide personnelle, mais aussi les personnes handicapées et leurs ménages, ils font face aussi aux dépenses supérieures par rapport aux autres ménages qui sont liées par exemple aux santé. On sait que les personnes handicapées ont souvent besoin plus de dépenses dans ce domaine-là. Tout ce qui concerne le transport, le logement et l'adaptation. Donc en fait, tout ça, ça génère un coût supplémentaire pour la famille. Et souvent, ces coûts supplémentaires ne sont pas pris en compte. En plus de ça, les personnes handicapées, ils ont souvent des problèmes liés à l'inclusion dans l'activité économique, de travail salarié. Ils ont moins de possibilités d'éducation parce que souvent, enfin, on verra sur les données qu'en fait, les- ils ont l'accès à certains types d'éducation, mais souvent, ça s'arrête à une éducation primaire. Et en fait, ça a une influence importante sur la totalité de la vie. Donc, en tout, c'est ce qu'on peut constater que les familles où les personnes handicapées vivent, souvent dépensent plus, mais gagnent moins de ressources. Et donc, en fait, quand on parle de coûts liés à un handicap, c'est comment mesurer vraiment ce type d'impact en point de vue monétaire parce que qui semble évident, mais qu'on puisse produire des chiffres qui puissent supporter cette hypothèse et qui puissent aussi donner les signes à un système de protection sociale, comment aider les personnes en situation de handicap. Donc en fait, ce qu'on a vu et souvent lors de préparation de conventions internationales liées aux personnes handicapées, on voit en fait, la vision de handicap, elle évolue. Il a évolué dans le temps dans beaucoup de pays, mais en fait, les différents pays se trouvent toujours sur les différents types de l'approche vers le handicap. On commence en général par la charité. Donc, en fait, on comprend que les personnes handicapées ont besoin quelque chose de plus. Donc, et donc les systèmes de protection sociale et les ONG commencent à aider ces personnes et les familles. Ensuite, par rapport au niveau de développement de la vision de handicap, on commence à considérer qu'un handicap, c'est lié à l'incapacité de travail. Et en fait, les systèmes, ils essaient d'indemniser quelque part la personne handicapée pour le fait qu'il ne peut pas travailler. Mais donc, en fait, on lui remplace quelque part, on lui donne le revenu de remplacement. Mais les dernières visions qui sont liées à la Convention internationale de droits des personnes handicapées, ils voient plutôt une handicap comme pas quelque chose qu'on peut complètement éliminer, mais qu'on voit l'handicap pas par rapport à une déficience, mais plutôt par rapport aux obstacles qui sont posés par la société. Et donc, si on enlève ces obstacles, ça permet meilleure inclusion sociale. Donc, en fait, le rôle du système de protection sociale, quelque part, c'est d'éliminer ces obstacles. On va pas surmonter, on va pas complètement éliminer les déficiences, mais si on élimine les obstacles, ça permettra, en fait, une meilleure inclusion. Donc, en fait, dans cette optique, on peut voir que, en fait, le coût supplémentaire à un handicap représente un obstacle supplémentaire en fait pour les familles et pour les ménages
Et donc, en fait, ces coûts supplémentaires, ils sont nécessaires à la fois pour surmonter quelque part les obstacles physiques et sociaux existants, mais aussi ils représentent eux-mêmes un obstacle supplémentaire parce que pas toutes les familles, ils peuvent mobiliser en fait ce coût supplémentaire. Quand on parle de coûts liés au handicap, c'est un concept assez large parce qu'il y a des coûts directs qui peuvent être facilement palpables et visibles. En fait, c'est tout ce qui est lié en fait par exemple, à l'achat des aides techniques, à l'embauche des aides personnelles, à des dépenses liées aux santé, etc. Mais aussi, il faut considérer qu'il y a un coût indirect. Le fait que les personnes handicapées ont moins d'accès à l'emploi, qu'ils ont moins d'accès à l'éducation, tout le ménage, finalement, il reste pénalisé et dans le long terme, le revenu de ménage se diminue. Donc, en fait, les méthodes, il y a différentes méthodes pour mesurer le coût direct. Et ça c'est un travail qui a été finalisé et présenté cette année par UNICEF et Banque mondiale. En fait, on peut soit considérer seulement les dépenses courantes. Les dépenses courantes, ça veut dire on fait on rassemble un groupe de personnes où les personnes, des représentants des ménages où les personnes handicapées vivent et on essaie de voir quelles sont des dépenses nécessaires, enfin, que ces ménages font. Et une autre méthode qui est un peu plus importante et plus significative, c'est de voir pas seulement les dépenses courantes, mais des dépenses nécessaires. Parce que les dépenses courantes sont souvent liées au fait qu'il y a des infrastructures disponibles dans le pays, il y a certaines choses qu'on est capable de faire dans le pays. Mais les dépenses nécessaires, il analyse non seulement ce qu'on fait actuellement, mais aussi ce qui est nécessaire de dépenser par la famille pour mettre des personnes handicapées au pied d'égalité avec d'autres personnes dans la société. Et quand on regarde en fait les chiffres existants, on voit que l'estimation de dépenses au handicap se varie beaucoup dans les pays. Quand vous regardez les pays, ce qui attire notre attention, c'est qu'en fait, plus les pays ils ont on va dire, entre guillemets, riche, plus le coût lié au handicap, il est important. Et en fait, c'est un peu un facteur stigmatisant parce qu'en fait, dans les pays où le taux de pauvreté il est trop important, en fait, le fait d'avoir une personne handicapée, dans les ménages, ça donne pas vraiment une grosse différence par rapport à la totalité de population. Et dans les pays, on va dire à partir de pays de moyens revenus et autres revenus, on commence à voir vraiment la grosse différence de ces dépenses. Donc quand on parle de l'Afrique subsaharienne et avec les taux de pauvreté importants dans ces pays-là, on voit souvent enfin, que peut-être que les différences, elles existent, mais les différences, elles sont minimes, mais c'est une fête trompeur, en fait, parce que si le pays commence à avoir des revenus un peu plus importants, la redistribution de ce revenu, il ne se fait pas de manière égale, et souvent, on ne prend pas du tout en compte le coût lié au handicap. Et c'est ce coût lié au handicap surtout que quand on met en place, par exemple, les différents programmes liés à un transfert monétaire qui analyse le niveau de vie dans une ménage. En général, ces programmes ne prennent pas en compte le coût lié au handicap. Et sur ce graphique, on voit qu'en fait, la famille où il y a une personne, une handicapée, en fait, il est déjà pénalisé d'emblée parce qu'en fait, on le considère à pied d'égalité avec d'autres familles pour avoir le même niveau de vie. Mais si on ne prend pas en compte le coût lié au handicap, en fait, cette famille, il démarre déjà avec une pénalité quelque part. Et on peut voir aussi que augmentation de taux de pauvreté monétaire enfin, dans les pays où il existe des données, on peut voir que quand on prend vraiment en compte le coût lié au handicap, le taux de pauvreté monétaire peut vraiment changer. On peut voir par rapport à la Suède et l'Espagne que si on prend en compte vraiment le coût lié au handicap,
le taux de pauvreté monétaire des personnes handicapées va augmenter. Euh, il y a, enfin, une petite parenthèse, parce que, enfin, et je pense que Véronique, elle va parler un peu plus là-dessus, mais ce qui est toujours lié au fait de comparaison internationale, souvent, c'est très difficile quand on prend en compte les différentes définitions, qu'est-ce que c'est le handicap. Et en fait, là, j'ai sorti quelques données de Disability Data Hub, c'est la dernière, enfin c'est la dernière outil qui était sorti par la Banque mondiale ensemble avec des partenaires qui permet en fait de voir un certain nombre de statistiques et qui est basé aussi sur la définition de handicap basé sur le questionnaire de groupe de Washington qui définit en fait les parties fonctionnelles. Et on voit qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, quand on regarde la redistribution de personnes handicapées par les quantiles, il n'y a pas une visibilité très claire qu'en fait le handicap il peut être lié aux pauvretés. Mais c'est aussi c'est le fait qu'en fait dans les pays où le niveau de pauvreté il est assez important, comme on a dit, on n'arrive pas vraiment à voir les différences liées au handicap. Mais si ces pays commencent le revenu de PIB commence à augmenter, il faut quand même trouver des techniques qui montrent à comment mieux redistribuer les revenus liés à l'activité économique. Et donc, le handicap, comme on a vu dans cette présentation, c'est un facteur de pauvreté, c'est un facteur qu'il faut étudier parce qu'en fait, si on ne prend pas en compte le coût lié au handicap, la pauvreté monétaire peut être très importante pour les familles, mais en même temps, il faut considérer qu'en fait, on ne peut pas avoir une seule prestation qui couvre la totalité parce qu'en fait, le handicap, enfin, les situations de handicap peuvent être extrêmement différentes et en fait, les besoins des personnes peuvent être extrêmement différents. Donc ici, juste on montre une petite illustration par rapport aux études qui étaient faites en Géorgie. On voit que par rapport à type de handicap, le type de besoin, il est différent. Donc par exemple, ici, quand on voit à gauche les personnes surmuées, ils ont des besoins assez importants dans l'aide humaine. Ils ont aussi les besoins très importants en termes de réhabilitation, etc. Comparé par exemple, à personnes avec des déficiences visuelles, vous voyez qu'il y a une différence aussi en termes de besoins. Et donc, on ne peut pas juste, quelque part, produire une prestation qui couvre la totalité de besoins de personnes handicapées sans prendre en compte les situations. Et je vais m'arrêter là. Donc ça, en gros, c'est le graphique qui présente les différents types de couverture de risque de handicap qui peuvent être commencés par la sécurité sociale et les mécanismes assurantiels, mais aussi par d'autres mécanismes, prestations monétaires non contributifs, prestations en nature, etc. Donc en fait, c'est un peu on va dire, c'est le tableau périodique de ce qui peut, enfin, de différents types des prestations qui peuvent couvrir le handicap. Bien sûr que pas tous les pays développent la totalité, mais en fait, ils vont progressivement vers cette couverture. Et sur ce point, je pense que je vais laisser la parole, enfin, je vais passer la parole à Véronique qui va présenter la vision de BIT des coûts liés au handicap. Pardon. Thank you. Merci beaucoup, André, pour cette présentation. Un point intéressant, je regardais un article il n'y a pas longtemps sur les coûts du handicap au Ghana. Vous avez présenté justement les données de 26% d'estimation des dépenses supplémentaires des ménages avec une personne handicapée au Ghana. Et l'impact sur le taux de pauvreté des personnes handicapées au Ghana, c'est-à-dire en prenant en compte les coûts du handicap, on arrivait à un taux de pauvreté qui était à plus de 50% chez les familles avec des personnes handicapées. Et donc, il y avait vraiment une augmentation significative du taux de pauvreté parmi les familles ou les foyers avec personnes handicapées quand on prend en compte les coûts du handicap. Et donc, c'est par rapport à ce que vous disiez sur cette distribution des personnes handicapées dans les différents quintiles.
de revenus et de consommation. Le fait que nous n'ayons pas de données ou que nous ne fassions pas ces analyses sur les coûts du handicap nous biaise un peu notre compréhension en fait du niveau de pauvreté. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Véronica Wozak, donc spécialiste de la protection sociale au BIT, de partager avec nous un peu le cœur de cette guidance technique et quelques éléments de données vis-à-vis des systèmes de protection inclusifs pour la participation des personnes handicapées. Oui, merci beaucoup, Alex. Donc, bienvenue à ce webinaire aussi de ma part. Salutations de Genève. C'est un grand plaisir de vous présenter quelques informations clés de notre note d'orientation, comme Alex vient de le dire, sur la mise en place des systèmes de protection sociale qui favorisent l'inclusion et la participation des personnes handicapées. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour mon français. Le français n'est malheureusement pas ma première langue de travail. Et il se peut que je sois parfois un peu maladroit pour m'exprimer. Mais avec ça, je vais commencer. Tout d'abord, je voudrais rappeler que nous promouvons une double approche de la protection sociale pour les personnes handicapées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, d'une part, le système de protection sociale doit remplir la fonction de protection des personnes handicapées contre les risques du cycle de vie de la même manière que n'importe quelle autre personne, c'est-à-dire fournir une sécurité de revenus et un accès aux services en cas de maternité, de chômage, de vieillesse, de responsabilités familiales, des maladies, etc. Donc, d'une part, les personnes en situation de handicap doivent avoir accès au tout le système de protection sociale et les prestations pour ces différents risques tout au long le cours de la vie. D'autre part, le système de protection sociale doit également répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, y compris la couverture des coûts supplémentaires, donc tout ce que vient de présenter André, l'accès aux soins et aux services d'assistance, la réadaptation, les appareils d'assistance, etc. Cela peut se résumer globalement à 3 fonctions que le système doit remplir pour les personnes handicapées. Premièrement, assurer la sécurité du revenu. Deuxièmement, faciliter l'accès aux services nécessaires. Et troisièmement, répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, notamment en couvrant les coûts supplémentaires d'handicap. Cela signifie que pour remplir ces 3 fonctions au long de la vie, toute une série de mesures, des régimes, des mécanismes et des programmes différents doivent être combinés dans un système global cohérent de protection sociale afin de fournir une protection adéquate à toutes les personnes de la société en fonction de leurs besoins. Et c'est un peu le même schéma que André avait déjà montré. Donc, juste pour dire que c'est important à réaliser que ça ne va pas être un seul programme qui pourra remplir les 3 fonctions et qui pourra satisfaire tous les besoins. Cela signifie que pour remplir les 3 fonctions au long de la vie, non, pardon. Vous avez peut-être vu sur la diapositive que nous faisons référence à la couverture universelle. Qu'est-ce que ça veut dire couverture universelle? Cela ne signifie pas que tout le monde bénéficie de toutes les prestations et tous les services en permanence. Par contre, cela signifie que les personnes sont couvertes et qu'ils devraient pouvoir accéder aux prestations et aux services lorsqu'ils en ont besoin. Toutefois, certaines prestations et certains services, tels que des soins de santé abordables et de qualité, les programmes d'autonomisation économique, peut-être devraient être universellement fournis à toutes les personnes handicapées, tandis que d'autres peuvent n'être nécessaires que dans certains cas. Par exemple, des services d'assistance en fonction du besoin, toujours en fonction du besoin.
et d'autres prestations encore, peut-être seulement pour des ménages sans revenus ou dont le revenu est inférieur. Donc, lors de la conception de ces différents régimes et programmes, une série de questions relatives à la conception se pose pour chacun d'entre eux et doivent être tranchées. Il s'agit des questions concernant les destinataires des programmes, les niveaux de prestations ou les types de services fournis, les critères d'éligibilité, les modalités de la mise en œuvre, la gestion des dossiers, etc. Et il y a certains aspects concrets qui sont particulièrement importants pour les personnes vivant en situation de handicap. Et ça, c'est surtout pour ce qui concerne la compatibilité des prestations de protection sociale avec le travail. Dans certains pays, un critère d'éligibilité se base sur le concept de ne plus pouvoir travailler. Ce que veut dire que la personne doit choisir ou de participer dans le marché du travail ou de recevoir une prestation, ce qui est contre l'esprit de l'inclusion et c'est contre les principes qui se trouvent dans les standards internationaux. Donc, on passe maintenant de ces principes à regarder un peu ce qu'on trouve dans les données si on analyse dans le monde les différents programmes et régimes de protection sociale. Qu'est-ce qu'on trouve et est-ce qu'ils se conforment à ce principe ou pas? Donc, la première chose à dire, c'est la situation est très diverse selon les régions et les pays. Dans la plupart des pays, nous constatons encore des lacunes en termes de conception et aussi de mise en œuvre de ces principes. Par exemple, concernant la couverture de la population, on constate qu'à l'échelle mondiale, une personne sur trois souffrant d'un handicap grave reçoit une prestation d'invalidité. Dans les pays à faible revenu, cette proportion tombe à seulement une personne sur 10. Donc, la couverture est encore assez faible. Mais selon le rapport mondial de l'OIT sur la protection sociale qui vient d'être publié en 2024, cette partie des personnes couvertes est passée de 32,8% à 38,9%. Entre 2015 et 2023. Donc, pendant 8 années, ça a augmenté par à peu près 6%. Ce qui témoigne des efforts considérables déployés par les gouvernements et aussi les partenaires de développement pour sensibiliser le public et améliorer l'inclusivité de leur système de protection sociale. Toutefois, il est également clair que les écarts de couverture restent importants et que ce sont souvent les plus vulnérables qui sont laissés derrière. Et ça, on le voit dans le prochain dia. Donc, si on regarde un peu la répartition plus détaillée de la couverture de la population par région et par niveau de revenu, on peut constater que les pays à faible revenu ont tendance à investir moins dans les prestations d'invalidité que les pays à revenus élevés et que par conséquent, par exemple, la couverture a tendance à être faible, par exemple, en Afrique. Et la faible couverture de la population va de pair avec la faiblesse des dépenses publiques, dépenses consacrées au régime de protection sociale pour les personnes handicapées, qui atteignent à peine 1% en moyenne si l'on exclut les pays à revenus élevés. Donc, si on prend la moyenne des pays à revenus moyens et faibles, c'est autour de 1%. Juste une précision, Véronica. C'est 1% ou 0,1%? Ah, pardon.
Oui. C'est 10 fois moins, c'est 0,1%. Oui, pardon, tout à fait, c'est pas 1%, on le voit très clair sur le diapositive, n'est-ce pas? Donc, c'est plus que 20 fois plus haut dans les pays à haut revenu en comparaison avec le reste. Oui, c'est 0,1%. Merci, Alex. Donc, compte tenu du temps limité dont nous disposons pour ce webinaire, je vais m'arrêter ici. Dans la publication que vous avez vue dans le diapositive, vous trouverez plus d'informations sur la mesure dans laquelle la conception des différents régimes et programmes d'invalidité est alignée sur les normes internationales, donc au niveau de prestation et les autres aspects que je viens de présenter, sa question de compatibilité avec le travail, compatibilité avec des autres prestations de protection sociale, etc. On avait fait une analyse vraiment de la conception de tous les programmes statutaires pour les personnes vivant en situation de handicap et regarder s'ils sont conformes aux principes internationaux ou pas. Donc, merci. Et je passe la parole de retour à Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronica, pour cette présentation. Et on a une question. N'hésitez pas, collègues, hein, à poser vos questions dans la Q&A box, QA. On a une question de Madame Fa Diallo qui posait par rapport au coût du handicap. Qu'en est-il des besoins des personnes handicapées, comme les personnes autistes ou les personnes avec trisomie 21 ou infirmité motrice cérébrale? Et donc, je me suis permis de répondre par rapport à ces groupes. Hein, on a constaté, notamment en Géorgie, mais dans d'autres pays où nous avons fait les études sur le coût du handicap, que souvent, il y avait une mauvaise appréciation en fait, des coûts liés au handicap auxquels font face ces personnes, les enfants et leurs familles, parce que ce n'est pas forcément des aides techniques comme des fauteuils roulants. Pour les enfants avec infirmité motrice cérébrale, ça peut être le cas, mais par exemple pour les enfants autistes ou avec trisomie 21, pas forcément. Mais par contre, il y a beaucoup de coûts liés à la réadaptation, à l'accompagnement, les aides par rapport à la communication et aussi les aides humaines, c'est-à-dire le nombre d'heures par jour pour lesquelles ces enfants ou ces personnes peuvent avoir besoin d'une aide humaine, que ce soit assistance personnelle, soutien à la prise de décision, supervision. Et cette aide humaine est très souvent produite et fournie par les familles, en particulier les mères, avec des conséquences dont André parlait sur l'accès à l'éducation et à l'emploi de ces personnes qui fournissent ces aides. Donc, quand on a essayé de monétiser ce besoin en aide humaine, on arrivait à des chiffres assez dramatiques. Plusieurs fois le niveau de pauvreté ou plusieurs fois le salaire moyen, puisqu'on a des personnes qui ont besoin de 8, 9, 10, 12 heures de soutien par jour. Et donc, selon le degré de sévérité des difficultés fonctionnelles et des besoins de soutien. Donc, je voulais revenir peut-être vers vous, André. Ces dernières années, hein, la Banque mondiale a travaillé sur la question du handicap depuis longtemps, mais ces dernières années, suite notamment au sommet mondial de 2018 sur le handicap, il y a eu des engagements très précis sur l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes de protection sociale. Et donc, il y a eu de plus en plus de programmes de la Banque mondiale sur ces domaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le type d'actions et de programmes que la Banque mondiale soutient aujourd'hui? Je sais que vous avez travaillé avec différents pays dans la sous-région et en Afrique subsaharienne. Quel type de programme sur quel type de programme travaille la Banque mondiale dans le domaine du handicap et de la protection sociale? André?
Merci beaucoup, Alex. Donc, oui, effectivement, la Banque mondiale, elle a pris au moment de sommet mondial de l'handicap de 2018, la Banque mondiale, elle a pris des engagements pour mettre ces projets plus inclusifs de point de vue de handicap. Protection sociale, éducation et santé, c'est trois domaines principaux, mais il n'y a pas que ça. Enfin, on essaie de travailler d'autres projets, enfin, d'autres domaines, essayer de travailler aussi là-dessus. En fait, maintenant, on va dire la consultation avec les organisations de personnes handicapées, c'est devenu quasi automatique pour toutes les euh, nouvelles opérations qui sont pas forcément liées aux personnes handicapées, mais qui essaient de rendre en fait la plupart de nos opérations compatibles avec les besoins de personnes handicapées. Mais si on prend en compte les exemples des projets que nous avons menés depuis quelques années, il y a beaucoup de projets qui essayent enfin, comme vous le savez, historiquement, la Banque mondiale elle était souvent très engagée sur les questions de transfert monétaire liées à la pauvreté. Donc, nous avons beaucoup de demandes de comment adapter ces transferts justement aux besoins de personnes handicapées. C'est comment, par exemple, hiérarchiser enfin, des familles où il y a les personnes handicapées de voir est-ce qu'on peut produire enfin, est-ce qu'on peut donner à ces familles et à ces personnes-là les ressources supplémentaires et comment on n'est pas considéré, par exemple, les prestations liées au handicap comme une ressource à l'intérieur des transferts monétaires pour qu'ils puissent être donnés comme un supplément par rapport aux revenus. Il y a un autre grand type de travail qu'on a commencé, c'est la reconnaissance et enfin, c'est l'identification des personnes en situation de handicap à l'intérieur des registres sociaux, parce qu'en fait, souvent, surtout dans l'Afrique subsaharienne, c'est basé sur auto-identification et cette auto-identification, il donne pas forcément des résultats assez probants parce que qui donne, en général, par auto-identification, on identifie plus ou moins 1% de la population, tandis qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap. Donc, il y a une grande type de travail qui est lié en fait à comment reconnaître les personnes handicapées à l'intérieur de registres sociaux, même sans peut-être leur donner le statut, mais au moins de les situer à l'intérieur du registre social. Et le troisième, je dirais, c'est tout ce qui est lié en fait à travail social et à différents types de services sociaux, parce qu'en fait, les transferts monétaires eux-mêmes tout seuls, ils résolvent qu'une seule problème, en fait. Ils agissent sur le taux de pauvreté monétaire, mais en fait, le transfert social monétaire ne peut pas résoudre la totalité du problème et que comme dans la présentation de Véronica, on est obligé de voir quels sont d'autres types de prestations aide humaine, aide technique, etc. Donc, nous avons une grande travail là-dessus en ce moment pour comment connecter en fait une fois qu'on a identifié les personnes handicapées à l'intérieur de famille et qu'on a donné un transfert monétaire supplémentaire par rapport à cette personne, c'est comment connecter cette personne aux services existants. Et je sais qu'en Afrique subsaharienne, nous avons travaillé au Sénégal, à Côte d'Ivoire, à Togo. Souvent, il y a un problème comment, une fois qu'on a identifié les personnes handicapées, comment les connecter aux services nécessaires et comment créer ces services-là, parce qu'en fait, souvent, ils sont inexistants, surtout dans le milieu rural. Voici. Donc, Merci beaucoup André. Et vous avez adressé en fait quelques questions qui ont été posées par Mamadou Kébé en ligne, notamment sur la question de l'identification. Donc vous précisez, et c'est quelque chose sur lequel la Banque mondiale, UNICEF, le BIT, l'OMS, le PNUD, beaucoup d'entre nous travaillent avec les gouvernements sur cette question centrale. Je pense que c'est la question numéro un des gouvernements sur le cadre de la protection sociale et des personnes handicapées, c'est comment on identifie et comment on décide qui a besoin et qui va recevoir le soutien dédié au handicap dans un cadre de protection sociale. Monsieur Kébé va plus loin et pose une question spécifique notamment sur la question de l'enfance et des enfants en situation de handicap. On sait que dans beaucoup de pays de la sous-région, de la région, il y a des problèmes en termes de stigmatisation. Les parents
ne vont pas forcément spontanément identifier ou enregistrer leurs enfants en situation de handicap. Donc c'est quelque chose sur lequel l'UNICEF travaille beaucoup. Et je pense que l'approche que vous avez présentée, Andrei, sur à la fois essayer d'identifier les personnes handicapées dans les foyers qui sont dans les registres sociaux. Donc on a vu par exemple en République dominicaine, les études qui ont été faites lors des registres sociaux poser des questions relatives aux difficultés fonctionnelles des adultes et des enfants dans la famille avaient permis d'identifier dans le registre social des familles avec des enfants handicapés. Et lors de Covid, la crise du Covid, le gouvernement, avec UNICEF, se sont servis de ces données pour faire des aides d'urgence aux familles avec des enfants handicapés. Donc, c'est déjà un premier niveau d'identification. Le deuxième niveau d'identification sur lequel beaucoup d'entre nous travaillent, c'est aussi la mise en place de registres de personnes handicapées, y compris des enfants. Et là, on sait qu'on fait face à de grandes difficultés. S'assurer que ces systèmes soient vraiment accessibles, c'est-à-dire que ce ne soient pas les personnes qui aillent vers le mécanisme d'évaluation du handicap pour recevoir la carte d'égalité des chances. On y reviendra avec le Sénégal et le Niger, mais comment on s'assure que c'est le système qui va aux personnes en rendant ces mécanismes les plus accessibles possibles. Monsieur Kébé a posé d'autres questions, notamment sur le cadre du financement, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus peut-être une fois qu'on aura entendu nos collègues du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Andrei. J'avais une petite question pour Véronica sur la question de comment on s'assure que les systèmes de protection sociale ne soient pas seulement symboliques en termes d'inclusion, mais soient réellement inclusifs. Est-ce qu'il y aurait, donc Andrei nous a donné quelques éléments sur l'identification et le fait que peut-être que les allocations handicap en tant que telles sont importantes mais ne sont pas suffisantes. Quels seraient quelques éléments à votre avis qui peuvent vraiment permettre au système de protection sociale d'être vraiment réellement inclusif et non pas de façon tokenistique ou symbolique? Oui, merci Alex. Et tout à fait, je pense que les questions techniques de comment identifier et comment estimer le coût supplémentaire d'handicap, c'est hyper important, mais il faut, avant ça, je pense que c'est hyper important de monter vraiment une volonté politique de faire tous ces travaux. Et pour ça, je pense que le travail des organisations des personnes handicapées est hyper important. Faire le plaidoyer, lutter contre la stigmatisation, corriger les perceptions erronées autour des personnes handicapées. Tout ce travail, c'est vraiment la première étape à faire. Et là, on voit qu'il y a encore un très grand travail à faire dans beaucoup des pays, même ceux qui ont déjà une couverture significative, mais en général, le plaidoyer, c'est très important. Deuxièmement, je pense que c'est très important que les programmes et régimes soient ancrés dans la loi, qu'ils créent des vrais, je ne sais pas comment dire, entitlements. Euh, euh, Comment est-ce qu'on dit ça? Des droits, des Des vrais droits, droits. donc des vrais droits qu'on peut aussi, comment est-ce qu'on dit, complaints and appeals, qu'on peut vraiment, Qu'ils soient opposables, c'est-à-dire que vous oui, pouvez formuler une plainte si vous oui. n'avez pas accès à ce droit-là. Et même avec des mesures, s'il y a un besoin juridique à réaliser ces droits. Et après, évidemment, il faut mettre en œuvre ce loi et ces droits. Et là, c'est important que à toutes les étapes dans la mise en œuvre, on assure que c'est accessible pour les personnes handicapées dans toute leur diversité et tous leurs besoins différents. Donc, au niveau de accéder les informations sur un programme ou régime, au niveau de la registration des personnes, au niveau de la livraison, au niveau aussi à l'accès à ces mesures juridiques pour demander ces droits. Donc,
toutes les étapes doivent être accessibles pour vraiment pouvoir réaliser le droit à la protection sociale. Et oui, c'est un travail avec beaucoup des étapes pour vraiment réaliser ces systèmes inclusifs. Et c'est une question très, très importante que le monsieur a posée. Merci beaucoup, Véronica. On a une autre question que je vais peut-être adresser avant que nous passions à notre panel. Donc, une question de Pagnan Esso, qui est inspecteur du travail au TAGO, à la Direction générale de la protection sociale. Notons que, sachant que certains types de handicaps sont causés par des pathologies, n'est-il pas important de mettre l'accent sur les mesures préventives? Donc sur ce point-là, je pense qu'il est important de mettre en avant plusieurs choses. S'assurer que les programmes de vaccination, par exemple contre la polio ou autre, la lutte contre les accidents de la route ou les accidents de mines dans les pays affectés par les conflits, sont essentiels. Et donc cette prévention primaire des déficiences et des incapacités est très importante. Mais il est important de noter le nombre de personnes avec des déficiences ou des incapacités ou des difficultés fonctionnelles augmente, y compris dans les pays riches, y compris dans les pays avec des bons systèmes de santé. Pourquoi? Parce que des personnes ou des enfants qui mourraient du fait de leur déficience ou de leurs conditions médicales, ou des adultes qui mourraient après des accidents de la route, survivent parce qu'il y a un meilleur système de santé avec plus de ressources. Et donc ces personnes qui ne vivaient pas avant survivent souvent avec des déficiences et des incapacités. Ensuite, le vieillissement de la population. Plus un pays vieillit, plus vous avez de personnes avec des difficultés fonctionnelles. Donc, le message ici, c'est de dire, dans tous les cas, les pays doivent développer un système de protection sociale inclusive qui favorise l'inclusion des personnes handicapées. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes handicapées va augmenter. Et on le voit statistiquement à travers toutes les populations, au travers des régions et des pays. Pourquoi? Parce que la prévention de certaines maladies ou de certains accidents qui conduisent à des déficiences et des incapacités qui peuvent générer un handicap sont remplacées par d'autres questions. Avoir des déficiences ou des incapacités, ça fait partie de la diversité humaine. Et donc, il est important que tout pays, quel qu'il soit, développe des systèmes de protection sociale qui soient vraiment inclusifs. Et par rapport à la question de M. Esso, l'un ne remplace pas l'autre. Il faut faire les deux. Et donc, c'est important, par exemple, qu'on ait, par rapport à ce que disait André, une identification précoce dans l'enfance. Pourquoi? Parce que plus les enfants avec des déficiences ou des retards de développement sont identifiés tôt, plus avec la réadaptation, on peut minimiser l'impact. Et on va avoir des enfants qui peuvent récupérer, etc., etc. Mais là encore, la protection sociale a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que les parents de ces enfants doivent dépenser plus en termes de santé, d'accès à la réadaptation, peut-être des orthèses, des aides techniques, pour s'assurer que leurs enfants essayent de récupérer ou se développent au mieux. Et ils font face à des coûts supplémentaires. Et c'est une des grandes questions qu'on a à UNICEF, avec beaucoup de ministères des Affaires sociales dans plusieurs pays, c'est comment on arrive à fournir cette aide supplémentaire aux familles de ces enfants si on ne les a pas identifiés au préalable. Et donc, toute cette question de l'identification précoce, qui est aussi une question que M. Kébé a posée, est vraiment essentielle. André, un dernier point avant de passer au panel. Oui, je voulais juste compléter par rapport à justement, parce que je pense que le point crucial qui était posé par les deux questions, la prévention, ce que tu as déjà commencé à développer, mais les questions en fait de l'intervention précoce, ça nécessite, c'est pas juste une intervention qui vient de protection sociale, ça nécessite en fait un système qui fait parler entre le ministère de Santé, le ministère de l'Éducation et le ministère de Protection sociale. Et ce que vous avez dit, que les familles en Afrique ne veulent pas reconnaître les enfants en situation de handicap, c'est pas que en Afrique.
En fait, les mamans, ils n'ont pas globalement, enfin, ils ont peur de reconnaître le problème de leur enfant. Et en fait, ils ont besoin d'être accompagnés. Et pour être accompagnés, il faut des ressources qui sont de l'aide humaine. Et ce qu'a dit Alex, le système de santé maintenant, ils ont leur propre comment dire, KPI, enfin, ils ont leur propre Indicateur. indicateur de progrès. C'est en fait souvent ce qu'on voit que il faut réduire la mortalité infantile. En fait, maintenant, les enfants qui sont prématurés de 6 mois, de 5 mois, ils arrivent à survivre. Et en fait, souvent, l'hôpital, il fait le fait que les enfants survivent, mais après, ils n'ont pas de dispositif pour suivre ces enfants dans leur vie. Quand l'enfant, dans cette situation-là, survit, on est à 90% sûr qu'il y aura des problèmes fonctionnels pendant les 3 premières années. Et en fait, souvent, l'hôpital, il fait quelque part la manière, enfin, leur objectif, c'est de réduire la mortalité infantile. Donc, il fait sortir la maman avec ses enfants de l'hôpital. Mais ensuite, les systèmes de protection sociale, son rôle unique, c'est que c'est le système qui peut suivre, en fait, par les travailleurs sociaux, s'il y a un problème ou un problème de développement avec des certains critères, on peut faire revenir la famille vers le système de santé. Et le système de protection sociale, le système d'éducation et le système de santé, ils fonctionnent séparément, mais il faut qu'on trouve les moyens. Et ça c'est tout un problème qui n'est pas seulement des problèmes à l'Afrique. Dans les pays en Europe, on a eu beaucoup de temps pour mettre en place ces procédures. Mais en fait, c'est comment enfin, comment faire fonctionner le système d'une manière qu'on repère justement un enfant suffisamment en avance et qu'on suit. Et je pense que le rôle du système de protection sociale il est crucial dans ce domaine, mais il ne remplace pas les autres interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Donc, nous avons déjà rentré avec ces questions de nos collègues en ligne. Nous sommes rentrés vraiment dans le vif du sujet. Et je voudrais inviter pour le panel Monsieur Yatma Fall, donc président de la Fédération ouest-africaine des organisations de personnes handicapées et haut conseiller des collectivités territoriales, notamment en charge des affaires de santé et des affaires sociales, à nous rejoindre. Donc, si vous pouvez mettre votre caméra, peut-être, Joao, il va falloir autoriser cette caméra. Monsieur Omar Sido, donc, qui est président de la Fédération nationale des aveugles du Niger, et chef de projet national de l'éducation ne peut pas attendre, hein, et qui est ancien président de la Fédération nationale des personnes handicapées du Niger. Et je vais demander à Madame Katiama Mariam Siloué, donc, qui a ouvert ce webinaire, la directrice de la promotion des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, de nous rejoindre aussi. Et pour ce panel de discussion, et je vais commencer par vous, Monsieur Fall. Donc, vous êtes le président de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées. Vous avez une expérience, beaucoup de gens vous connaissent. Il y a quelqu'un qui vous salue d'ailleurs en ligne. Et vous avez travaillé depuis longtemps au sein du mouvement de personnes handicapées, mais aussi à différents postes en termes de l'administration publique. Et je voulais vous demander quelles sont les revendications principales des personnes handicapées en Afrique de l'Ouest en matière de protection sociale. Dans toutes les discussions que vous avez avec les OPH, dans les différents pays, quelles sont ces revendications? Qu'est-ce que veulent les personnes handicapées? Monsieur Fall. Merci beaucoup, Alex. Merci également de nous avoir associés à cet important webinaire. Je voulais juste préciser, avant d'aller en avant, que effectivement, j'étais au Conseil des collectivités territoriales, mais le Haut Conseil des collectivités territoriales fait partie des institutions qui ont été dissoutes il y a quelques mois par les nouvelles autorités. Donc, c'est une institution qui n'existe plus depuis quelques mois. C'était juste une précision. Ensuite, j'ai vu également mon ami et collègue, M. Kébé, qui posait des questions tout à l'heure, que je voulais saluer également. Alors, qu'est-ce que veulent les personnes handicapées? En Afrique de l'Ouest, c'est simple. C'est
Attendez, il y a un son que j'entends. Voilà. Et c'est M. Sido qui doit se mettre Oui, sur c'est muet. ça. Oui, il est sur muet, très bien. Allez-y, M. Fall. Voilà. Donc, ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui justement respecter le respect de leurs droits. Et le respect de leurs droits passe par la mise en œuvre, hein, d'abord de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est quasiment ratifiée par tous les pays d'Afrique de l'Ouest déjà, mais même le respect également de la législation nationale, parce que dans quasiment également tous les pays, il y a aujourd'hui des lois, des textes qui régissent un peu le handicap. Et justement, dans ces droits-là, il y a droit à une protection sociale. On l'a vu au début, dans les présentations qui ont précédé, qu'il y a un cercle vicieux entre la pauvreté et le handicap. Le handicap entraîne la pauvreté, mais également la pauvreté aussi entraîne le handicap. De sorte que quand on veut lutter contre la pauvreté, on est forcément obligé de prendre en compte donc le handicap. Vous-même, vous avez rappelé tout à l'heure que le handicap fait partie de la diversité humaine. Donc, comme on dit de manière triviale, donc, il faut faire avec. Puisqu'on est obligé, voilà, d'avoir des personnes handicapées, il faut forcément les prendre en compte dans nos différents systèmes, y compris dans nos systèmes de protection sociale. Or, quand vous faites un peu le tour des pays d'Afrique de l'Ouest, vous vous rendez compte que les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées pourraient tourner autour de 4 ordres. D'abord, les difficultés d'accès aux services de santé. Hein, aux services de santé et tous les autres services connexes, réadaptation, etc. Ensuite, deuxième ordre de difficulté, c'est les difficultés liées également à l'accès à l'éducation et à la formation. Également, nos systèmes scolaires ne sont pas toujours conçus en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir des apprenants handicapés. Troisième ordre de difficulté, c'est les difficultés liées justement à l'accès à l'emploi et à l'insertion d'une manière générale. Et cela aussi se comprend parce que si vous n'avez pas, si le système ne vous prévoit pas à l'école, ne vous prévoit pas dans les centres de formation, vous vous retrouvez sans emploi, sans instruction, etc., sans métier, et donc vous ne pouvez pas avoir d'emploi. Et comment ça se manifeste dans nos pays? Allez dans les grandes villes des pays d'Afrique de l'Ouest, Dakar, Niamey, Abidjan, etc. Qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de jeunes filles et garçons handicapés en âge de production qui s'adonnent à la mendicité. Parce que la mendicité est une conséquence de cette exclusion de fait de nos systèmes de protection, de nos différents systèmes. Alors, quatrième ordre, c'est les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et à l'accessibilité. Donc, là également, on voit que souvent, ce qui est fait dans le cadre des constructions, dans le cadre également des systèmes mis en place pour une bonne participation de tous les membres de la société, souvent les personnes handicapées sont oubliées. Hein? Il en est ainsi par exemple, de nos systèmes de transport qui ne sont pas du tout adaptés, qui ne prennent pas du tout en compte. On ne parle pas pour l'instant même du coût des transports, etc., mais au moins que les mécanismes de transport prennent en compte le handicap. Venez au Sénégal, par exemple, où on dit avoir des systèmes de transport de masse aujourd'hui assez modernes, le BRT de Dakar, par exemple, ou le TER, le train express régional, c'est très bien, mais quand vous allez dans si sur le train lui-même, les dispositifs sont en place pour les personnes handicapées, au niveau des stations, justement, des trains, etc., ça pose problème.
Parce que parfois, il faut monter, aller dans l'autre sens. Hein? Il n'y a pas d'élévateur, il n'y a rien. Il y a parfois des rampes je n'ose pas dire, des rampes de fortune, en tout cas, qui sont également difficiles à utiliser par les personnes handicapées. Donc voilà, un peu cet aménagement-là du cadre de vie, les transports, l'habitat, etc., les constructions, les édifices publics, hein, le système d'information, nos télévisions nationales, avec le droit à l'information que nous avons, n'utilisent pas, par exemple, le langage des signes. Or, ça doit être systématique pour garantir l'accès à l'information à tous. Donc, toutes ces choses sont des problèmes, des difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées et qui limitent sérieusement leur participation. Voilà un peu les difficultés qu'on peut résumer. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Peut-être une précision. Donc, vous avez donné un peu l'ensemble des barrières auxquelles font face les personnes handicapées, en tout cas des barrières principales. Et donc, par rapport à la protection sociale, notamment les cartes d'égalité des chances ou les allocations handicap ou d'autres services, hein, la couverture des coûts de santé, par exemple, quelles sont les revendications des organisations de personnes handicapées spécifiquement? Quel type de discussion vous avez sur ces points particuliers? Donc, aujourd'hui, la chose la mieux partagée par tout le monde, c'est qu'il faut nécessairement une allocation handicap pour permettre de prendre en charge justement ces gaps et les coûts qui sont liés au handicap. Malheureusement, ça aussi, ce n'est pas encore du tout en place. Nous avons des bribes au Sénégal, avec par exemple la carte d'égalité des chances. Au Sénégal, comme vous le savez, il y a la bourse de sécurité familiale qui est accordée aux familles pauvres, etc., et qui est étendue aux personnes handicapées. Peut-être pas à toutes les personnes, mais en tout cas, beaucoup de personnes handicapées bénéficient de ces bourses de sécurité familiale. Mais ces bourses-là également, à mon sens, ils n'ont pas été étudiées, analysées comme il le faut pour une bonne réponse, hein, aux difficultés liées au handicap. C'est des montants qu'on paye comme ça, bon, à tout le monde, c'est tout. La preuve, c'est que même les personnes handicapées bénéficiaires de ces bourses rencontrent des difficultés parce que les bourses sont destinées aux familles pauvres, mais il y a un autre mécanisme à côté, c'est la couverture sanitaire universelle. Et ceux qui bénéficient de ces bourses-là, théoriquement également, bénéficient de la couverture sanitaire. Or, ici, le problème que nous avons, c'est que les familles qui bénéficient des bourses et de la couverture sanitaire, ils sont pris, la famille, par exemple, est couverte, je crois, jusqu'à hauteur de 10 personnes. Or, quand c'est la personne handicapée, il n'y a que sa personne qui est prise en compte dans la couverture sanitaire. Et même par rapport aux services, hein, aux services offerts dans le cadre de cette couverture sanitaire également, beaucoup de choses importantes pour réduire les gaps de handicap ne sont pas prises en compte. Par exemple, l'appareillage, les aides techniques, etc., ne font pas partie du paquet de services offerts. Donc, c'est dire que c'est des choses qui ont été imaginées comme ça pour la population d'une manière générale, mais qui n'ont pas été spécialisées sur le handicap. C'est pourquoi la revendication principale aujourd'hui, c'est qu'on institue vraiment une allocation handicap qui permet, comme on l'a dit, un peu de couvrir forcément les frais supplémentaires liés au handicap. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Et effectivement, hein, on a vu de plus en plus de pays, hein, en Afrique subsaharienne essayer d'inclure les personnes handicapées dans des programmes de protection sociale, de lutte contre la pauvreté, sans forcément, donc c'est un premier pas très important, mais sans forcément adapter l'offre de prestations et de services. Et d'autres, par contre, on peut voir par exemple la Zambie, et qui a
un mécanisme où les familles qui ont des personnes handicapées reçoivent le double montant de l'aide. Je sais qu'il y a des idées d'adaptation en cours au Sénégal autour de la bourse, des compatibilités, etc., etc. Donc ça, je pense que ça montre aussi à quel point c'est pas une décision et tout est réglé, c'est plutôt progressivement comment on rend ces dispositifs qui existent de plus en plus inclusifs. Et comme vous le dites, à un moment, il y a peut-être aussi une décision à prendre de dire, eh ben, on va créer une allocation handicap plutôt que d'essayer d'adapter quelque chose qui existe déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à vraiment adresser l'ensemble des besoins des personnes handicapées. Donc, je vous remercie pour ces points et je vais aller maintenant vers M. Sido au Niger. Donc, Monsieur Sido, vous avez personnellement et avec vos organisations successives participé à plusieurs programmes liés à des transferts monétaires dans des situations humanitaires, hein, notamment pendant Covid. Mais vous avez aussi été impliqué dans le pilotage la mise en œuvre de la carte d'égalité des chances au Niger, hein, donc la carte du handicap, mais avec le progrès instauré par le Sénégal, notamment sur cette notion d'égalité des chances, et aussi de promouvoir des filets sociaux inclusifs pour les personnes handicapées, notamment les enfants. Monsieur Sido, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu le rôle des OPH dans l'ensemble de ces projets et quelles sont les leçons que vous en avez tirées? Monsieur Sido, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alex. Et bonjour à tous les participants. Je suis très heureux d'être là et d'expliquer notre cadre de ce projet sur la protection sociale. Il faut dire que nous, là, au Niger, a prévu la carte de solidarité nationale et c'était déjà en 1993. Et jamais ceci n'a vu le jour. C'est une décision, je pense, qui a été prise par le gouvernement de transition. Et lorsque les politiciens étaient arrivés, ils n'ont jamais voulu appliquer cette décision. Alors, on a cheminé jusqu'en 2021, lorsque nous avons rencontré l'UNICEF et nous avons proposé à l'UNICEF de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les filets sociaux pour démarrer ce système qui était dormant et qui était vraiment attendu par les personnes handicapées. Parce que j'ai entendu des choses excellentes ici que les gens ont compris maintenant et dont nous on parlait depuis les années 80. Déjà dans les années 90, il y avait beaucoup de projets qui se sont installés et qui se sont proposés de soutenir l'inclusion des personnes handicapées. Mais nous avons attiré l'attention en ce moment que s'il n'y avait pas de système de protection pour supporter les coûts liés au handicap, tous les projets qu'on va mettre en œuvre vont tomber à l'eau. Parce que la personne handicapée, par exemple, qui reçoit des financements pour mettre en place un petit commerce, il a des problèmes avec les coûts liés au handicap. Et par finir, les coûts liés au handicap vont avaler le soutien qu'il a reçu pour le petit commerce. Mais jamais les gens n'ont pas voulu nous écouter. Et donc, avec l'UNICEF, on a voulu mettre en place un projet pour soutenir les jeunes, les enfants, les jeunes, et particulièrement les jeunes filles et femmes, pour les aider avec un soutien pour les filets sociaux, mais qui va soutenir les activités qu'elles font d'habitude. Si c'est par exemple des enfants qui sont à l'école, alors on va les soutenir avec un lien qui va jusqu'à 1 an. Et si c'est les femmes, les jeunes femmes ou les jeunes filles qui ont des activités, on va toujours leur donner du soutien pendant 1 an et voir comment est-ce que ce soutien-là va avoir un impact sur les activités qu'ils mènent de tous les jours pendant l'année.
également, il a été mis en place un soutien pour, par exemple, apporter les aides techniques ou des soutiens, en tout cas, qui sont directement liés au handicap. Alors, quel rôle nous avons joué dans ce projet? Il faut dire que nous sommes initiateurs de ce projet, que l'UNICEF a bien voulu soutenir et que le gouvernement nigérien a accepté. Et j'ai le plaisir déjà d'annoncer qu'il y a 2 semaines, la ministre en charge des questions du handicap vient de valider le système d'évaluation que nous avons élaboré avec l'UNICEF pour évaluer les personnes et voir les ayants droit de la carte nationale d'égalité des chances. Il faut saluer l'idée que la fédération a été acceptée par l'UNICEF pour piloter le système. Ça veut dire que nous allons carrément soutenir, nous allons carrément être l'organisation qui va piloter le système d'évaluation, et le gouvernement a accepté donc cette fois-ci d'aller vers l'édition et la délivrance de la carte d'égalité des chances. Une des questions que le ministre de la Santé en son temps nous a posées, c'est que, OK, avec l'UNICEF, vous allez soutenir 4006 personnes handicapées au Niger, on va leur délivrer la carte d'égalité des chances. Alors, quelle sera la suite? Et notre réponse était que la suite était que la carte nationale était une idée acceptée par le gouvernement, et c'est dans une loi de l'État, et donc l'État doit continuer à fournir, à donner la carte d'égalité des chances des personnes handicapées. Comment le système, nous l'avons réfléchi? On a réfléchi que le système va lui-même vers les personnes, les ayants droit. Ça veut dire qu'il y aura des évaluateurs qui vont sillonner les communautés. La semaine passée, nous avons bouclé l'atelier de formation des formateurs, et maintenant nous allons procéder à la formation des évaluateurs qui vont évaluer les personnes handicapées et qui va suivre un mécanisme bien déterminé jusqu'au niveau national où les personnes handicapées seront appelées à avoir leur carte d'égalité des chances des personnes handicapées. Après, le gouvernement va récupérer tout ce système-là et va continuer à fournir les cartes d'égalité des chances. Un pas de plus que nous avons réalisé dans ce projet, c'est que nous avons travaillé avec les filets sociaux, et donc la carte, il y aura une interopérabilité de la carte d'égalité des chances avec le RSU, qui va donc directement placer les personnes qui vont être évaluées dans le système de RSU, et donc les personnes peuvent bénéficier du système de protection sociale. Alors, contrairement au Sénégal, le Niger est à ses débuts dans le système, donc il n'y a pas de soutien pour tout le monde dans tous les cas. Et donc, il y a un système de temps en temps. C'est-à-dire, quand il y a un projet, il y a des personnes vulnérables qui sont identifiées et qui sont soutenues. Et c'est pour la première fois que nous mettons en place un système durable d'évaluation et de soutien avec la carte d'égalité des chances. La chance que nous avons également, c'est qu'il y a des choses qui ont démarré avant même la carte d'égalité des chances. Ça veut dire la gratuité de l'accès aux soins de santé. Au Niger, depuis pratiquement 1999, les personnes handicapées ont accès à la gratuité des soins de santé en ce qui concerne les examens médicaux, les frais d'hospitalisation, etc., dans les grands hôpitaux. Et maintenant, en 2021, avec le décret sur la mise en œuvre de la loi 2019-62, ce système a été étendu à tous les centres de santé. Et ça va être aussi greffé à la carte d'égalité des chances. Voilà ce que je peux dire par rapport à notre processus. Et nous sommes, on peut dire, l'organisation qui a proposé au gouvernement, et le gouvernement a accepté. Maintenant, nous sommes avec le gouvernement, on est plein dans le pilotage de ce système, et nous pensons que ça va
faire son bonhomme de chemin et les personnes handicapées vont pouvoir bénéficier de quelques avantages. Ceci dit, il y a des défis. Les défis, c'est les autres choses qui sont greffées à la carte d'égalité des chances, notamment la gratuité au transport, la gratuité dans les autres services sociaux qui va se négocier et va se déployer progressivement. Et c'est ça que nous avons dit au gouvernement. Et c'était la raison principale pour laquelle le gouvernement a accepté de fournir la carte avec les éléments que nous avons aujourd'hui, qui sont des garanties qu'on peut mettre en place aujourd'hui et continuer progressivement à mettre en place les autres services. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Sido, pour l'ensemble de ces points qui articulent bien le rôle des OPH, non seulement dans le plaidoyer continu à travers toutes ces années, mais aussi dans la mise en œuvre opérationnelle. Et c'est des choses que nous avons vues dans divers pays aussi. Quelques points que vous avez mentionnés, notamment qui fait référence à une question d'une de nos collègues, Sarah Blin, sur la question des ressources humaines, auxquelles André a déjà répondu en ligne, mais le fait que vous avez fait référence à ces équipes d'évaluateurs qui vont aller dans les communautés rencontrer les personnes, donc il y a tout un système qui va se mettre en place, mais on parle bien de ressources humaines formées, et c'est un des points, je pense, que Sarah, Madame Blin faisait, l'idée que dans beaucoup de pays, les systèmes de protection sociale s'appuient sur des transferts en espèces avec des systèmes qui essayent d'avoir le moins de ressources humaines possible pour être le plus efficient avec des coûts administratifs faibles. Et c'est vrai que la question, non seulement de l'identification des personnes handicapées, mais aussi du suivi dont parlait André, que ce soit pour les enfants en bas âge ou les autres avec un handicap, ça demande des ressources humaines dédiées et ou de la formation complémentaire pour les employés des différents systèmes, notamment les systèmes de protection sociale. Donc ça, c'est un point, je pense, très important à prendre en compte. C'est que si on veut des systèmes inclusifs, il faut aussi investir dans les ressources humaines, à la hauteur des capacités des systèmes, bien entendu, mais c'est un point très important. Donc, je voulais aller maintenant en Côte d'Ivoire. Madame Siloué, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous, Voilà, Monsieur merci. Alexandre. Je suis là. Madame Siloué, donc on voulait profiter de votre présence. Donc on sait que la Côte d'Ivoire est en train de travailler sur sa politique nationale pour le handicap. Et quelles sont les orientations, notamment sur la question de la protection sociale pour les personnes handicapées? Vous avez entendu parler des exemples du Sénégal et du Niger. Quelles sont les directions dans lesquelles la Côte d'Ivoire souhaite aller vis-à-vis de la protection sociale des personnes handicapées? Merci, Monsieur Alexandre. La politique nationale des personnes handicapées, partout, comme vous savez, dans le monde, les personnes handicapées victimes d'une discrimination, pleine et effective participation à la société. Ainsi, de nombreux efforts ont été entrepris par l'État de Côte d'Ivoire en vue d'améliorer les conditions de vie de cette population vulnérable à travers son programme de développement PND 2021-2025, dont le pilier 4 s'articule autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale qui prend en compte la question du handicap au titre de ses priorités. Les actions de l'État à l'endroit des personnes handicapées doivent être menées dans une synergie encadrée par une politique nationale en faveur des personnes handicapées et son plan d'action stratégique. La politique nationale en faveur des personnes handicapées qui vise à accroître à terme l'inclusion des personnes handicapées dans les aspects de la vie sociale comprend 5 axes majeurs, à savoir
la protection sociale et promotion des droits, la santé, l'éducation et formation, l'emploi, l'environnement et le cadre de vie. Alors, parmi ces 5 axes stratégiques que j'ai donnés, nous pourrons dire que cette protection sociale se décline en 5 composantes qui sont l'axe 1, c'est créer un environnement social, socio-culturel favorable à l'élimination de toute forme de discrimination et d'exclusion à l'égard des personnes handicapées. Deuxième, c'est favoriser l'accès des personnes handicapées à leurs droits. Troisième, favoriser l'intégration et la participation à la vie sociale des personnes handicapées. Quatrième, renforcement du cadre juridique. Cinquième, renforcement du cadre institutionnel. Ça, c'est pour la stratégique 1. La stratégique 2, c'est la santé. Au niveau de la santé, nous avons 3 composantes. C'est-à-dire, la première composante, c'est le renforcement du cadre institutionnel et organisation de la réadaptation fonctionnelle. 2, renforcement des ressources humaines de la réadaptation fonctionnelle. 3, accroître l'accessibilité géographique aux soins de réadaptation fonctionnelle. L'axe 3, c'est l'éducation et la formation. Cet axe se décline en 2 composantes. La première, c'est favoriser l'inclusion scolaire et universitaire de tous les enfants et jeunes handicapés. Et la deuxième composante, c'est améliorer la qualité de l'éducation et de la formation dispensée aux élèves et étudiants handicapés. L'axe stratégique 4, qui est l'emploi. Cet axe stratégique se décline comme suit. Composant autonomisation et promotion des personnes handicapées avec facilitation de qualification dans le cadre des projets gouvernementaux. Et 5, environnement et cadre de vie. Cet axe stratégique se décline comme suit: aménager le cadre de vie des personnes handicapées, faciliter l'accès des personnes handicapées au milieu physique, au logement et au transport public, la communication, au sport et loisirs. Voilà ce que nous avons comme politique, mais ce qui a déjà été fait par la Côte d'Ivoire, nous voyons systématiquement le recrutement dérogatoire que je prendrai. Le recrutement dérogatoire qui est d'abord une volonté politique du gouvernement, et l'État prévoit 200 places pour toutes les personnes handicapées. Il y a une commission qui siège par rapport à ça. Nous pouvons avoir, par exemple, et puis selon les critères, parce que la commission a des critères, selon les critères, on fait une visite médicale qui nous dit d'abord le degré de leur handicap, et en fonction de ça, la commission siège pour recruter les 200 personnes, tout handicap compris, femmes comme hommes, au niveau de la fonction publique. À l'état actuel, nous avons 2107 personnes, et avec le recrutement de cette année, où la commission n'a pas encore au total 2307 personnes handicapées recrutées à la fonction publique. Voilà ce qui a déjà été fait au niveau du recrutement. L'État aussi octroie des subventions aux organisations des personnes handicapées pour les aider dans leur fonctionnement. Et à ce sujet, nous avons les organisations des personnes handicapées, et puis nous avons des écoles spécialisées.
pour handicap, qui sont des écoles privées, où l'État affecte des fonctionnaires spécialisés en la matière pour la prise en charge, pour aider ces écoles privées à la prise en charge de ces enfants en situation de handicap. Donc, nous avons à la disposition des OPH et des CMPP, mais je dirais que il y a quelque chose est fait à ce niveau-là. Là aussi, à ce niveau, il y a une commission qui siège et on voit les différentes, il y a des critères. Et moi, j'ai ajouté à ces critères-là une activité génératrice de revenus pour les aider à être autonomes. Il est bien que l'État octroie là et la direction de la promotion des personnes handicapées est là pour le suivi de cet argent utilisé. Nous faisons le suivi, nous voyons, nous les guidons pour que cet argent soit bien utilisé et pour pérenniser leur activité. Ensuite, nous avons aussi la couverture maladie universelle, qui est la sécurité sociale. Et là, l'État prend en compte tous ceux qui sont vraiment des nécessiteux, vraiment délabrés, et enfin, qui, pour le RAM, qui est le régime d'assistance médicale, et ceux-là sont pris en compte à 100%. Ils sont pris à 100%. Donc, les personnes handicapées en font partie. Voilà. Une question, Madame Oui. Siloué, par rapport à la couverture Oui. médicale universelle, en lien avec ce que Oui. M. Fall disait sur le Sénégal, la difficulté, Oui. est-ce que les aides techniques, l'appareillage et la réadaptation fait partie des soins gratuits couverts par la couverture médicale universelle en Côte d'Ivoire? Parce que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Est-ce que c'est déjà le Oui. cas en Côte d'Ivoire? Bon, je pourrais vous dire, monsieur Alexandre, que là, nous, pour les appareillages et autres, enfin, je veux dire, dans le cadre de l'équité en santé par les personnes handicapées, la Côte d'Ivoire a choisi non, la Côte d'Ivoire vraiment a été choisie comme pays pilote, ainsi qu'avec l'appui technique et financier de l'OMS et de l'ONG Sightsaver, et il y a une liste prioritaire de technologies d'assistance. Une quarantaine a été sélectionnée. Donc, voilà ce qui est fait au niveau de la couverture maladie universelle. Sinon, pour les appareillages, ça, c'est un projet aussi. D'accord. Donc, la liste prioritaire a été développée. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Siloué, pour tous ces éléments sur la politique nationale des personnes, pour la promotion des droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Nous avions une question de Monsieur Kébé, auquel je voulais aussi revenir sur la question des financements. Donc, quand on parle de protection sociale des personnes handicapées, nous avons fait des études il y a quelques mois. Regardons les budgets de beaucoup de pays. Et en fait, on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays, les dépenses relatives au handicap sont inférieures à 0,1% du PIB, et ce qui est en lien avec les chiffres partagés par Véronica au tout début en termes de présentation. Or, nous avons vu que les pays qui ont mis à l'échelle les prestations relatives au handicap en termes de protection sociale, souvent dépensent entre 0,1 et 0,5% du PIB. Et je voulais mentionner l'exemple de la Mauritanie, qui est en train de mettre en place une nouvelle stratégie du handicap. Notre collègue de Mauritanie du ministère ne peut se joindre à nous aujourd'hui, il devait être là. Mais une des choses qui a été faite dans le cadre de cette stratégie nationale, la protection sociale figure en bonne place, et ils ont fait un plan d'action avec un budget associé.
Et ils ont pris un engagement tout ensemble, le ministère des Affaires sociales et le ministère des Économies et des Finances, pour multiplier par 10 le budget dédié au handicap sur les 6 prochaines années. Et donc, je pense que ça renvoie à la question de M. Kébé sur le financement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de financement innovant, de nouvelles sources de financement. Et on voit beaucoup de pays qui ont essayé de créer des fonds nationaux pour le handicap. Oui. Donc, on sait que plusieurs pays de la sous-région ont ça en projet de loi, dans la loi, ou ont commencé. Et on a fait une étude sur l'ensemble de ces fonds. Et en fait, on se rend compte que dans beaucoup de pays, les fonds qui ont été créés dédiés au handicap par la loi n'ont pas forcément été ressourcés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de budget qui sont alloués dans ces fonds. Donc, une des questions que j'avais pour vous, Madame Siloué, et aux autres collègues, Monsieur Fall et Monsieur Sido, c'est en termes de financement de l'ensemble de ces mesures dont on avait parlé, quelles sont les sources de financement? Est-ce qu'il y a des lignes budgétaires dédiées? Est-ce qu'il y a, par exemple, des sources de financement dédiées, comme dans certains pays, par exemple, certaines taxes ou impôts financent majoritairement le handicap? Est-ce que vous avez ce type de mécanisme en Côte d'Ivoire ou avec mes collègues Sido Monsieur Sido et Monsieur Fall au Sénégal et au Niger? Donc peut-être si vous pouvez partager quelques éléments, si c'est déjà en place ou pas encore, les politiques prennent du temps à être mises en place. Madame Siloué, Bon, peut-être cette question du oui, financement? oui, merci. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, les subventions que nous octroyons aux organisations des personnes handicapées sont d'abord des lignes budgétaires. L'État octroie chaque année une ligne budgétaire pour soutenir les organisations et les écoles spécialisées. Donc, voilà ce que nous avons pour le moment. Et bon, par ailleurs, il y a une autre organisation que nous allons faire des innovations, c'est-à-dire voir comment nous allons chercher des fonds ailleurs pour compléter celui que l'État fait, parce que l'État fait beaucoup, mais c'est encore insuffisant. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est des lignes budgétaires pour le moment. D'accord. Merci beaucoup, Madame Siloué. Peut-être, est-ce qu'il y a, je regarde s'il y a d'autres questions. Non? Peut-être, Monsieur Sido et Monsieur Fall, si vous avez des commentaires de conclusion pour ce panel. Monsieur Sido? Bonsoir Alex et bonsoir à tout le monde. Moi, je voudrais rebondir sur la question des lignes budgétaires. Alex, c'est le nœud du problème dans notre pays. Moi, j'ai fait un rapport sur les objectifs de développement durable et qui couvre les 8 pays des francophones de l'Afrique de l'Ouest francophone, y compris le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Et nous avons recherché est-ce que dans ces pays, il y a des lignes budgétaires dédiées aux personnes handicapées? Et honnêtement, Alex, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé parce que les lignes pour soutenir les organisations des personnes handicapées sont dans les lois de finances, logées dans les lignes qui sont financées, qui financent toutes les associations. Par exemple, chez nous, il y a une ligne budgétaire dans la loi qui finance toutes les associations de développement. Donc, dans lequel il y a des petits financements, je vous jure, des financements qui... je vous prends juste l'exemple de mon pays que je connais très bien, que dans cette année, il y a cette ligne-là. Les organisations des personnes handicapées ne reçoivent pas plus de 10 millions de francs CFA. J'ai dit 10 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros. 15 000 euros à peu près. D'accord? Mais dans tous les pays, c'est ainsi. Il n'y a pas de ligne spécifique surtout quand vous parlez des coûts liés au handicap. Il n'y en a pas. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé. Peut-être il peut y avoir et que les organisations qui sont des homologues dans ces pays n'ont pas pu trouver. Mais nous, on n'a pas trouvé. Et c'est notre combat de tous les jours. Comment faire en sorte que le gouvernement ait tout ministère où on peut y avoir d'interaction avec les personnes handicapées comme la justice, comme l'emploi, etc. Et en particulier au niveau de la protection sociale, qu'ils puissent avoir des lignes
dédié aux personnes handicapées. En tout cas, nous, au Niger, on avait seulement dans la loi auparavant quelque chose qu'on appelait le Fonds national de soutien aux personnes handicapées et qui reçoit un fonds qui, même à son paroxysme, était de 50 millions de francs CFA. Et malheureusement, ce fonds, en 2018, a été suspendu. Et jusque-là, on se bat pour sa réhabilitation. Cette année, on a eu des promesses fermes de la part du président du président de la République pour restaurer ces fonds. Et jusque-là, en tout cas, on attend. Et voilà ce que je connais particulièrement par rapport au budget. Or, si on veut mettre en place un système de protection sociale efficace, cela ne peut pas être possible s'il n'y a pas de ligne budgétaire clairement spécifique par rapport à ces questions-là. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sido. On n'a pas fait Monsieur Fall, est-ce que vous avez un commentaire de conclusion, notamment sur ces questions de financement de la protection sociale pour les personnes handicapées? Oui, merci. Merci, Alex. C'est peut-être aussi dans le sens de Sido, hein, mais il faut aller chercher le pourquoi. En réalité, dans nos pays, là, il y a une absence de volonté politique. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que le handicap n'a jamais été considéré comme une question prioritaire dans nos pays. C'est valable dans tous nos pays. Souvent, les actions, ce qui est fait, on le fait pour se faire bonne conscience, en réalité. Mais ce n'est pas à la suite vraiment voilà, d'une stratégie bien réfléchie, etc., de prise en compte et de financement de la protection. Prenez le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal, la carte d'égalité des chances est prévue par la loi d'orientation sociale, cette loi qui date de 2010. Donc, il a fallu attendre 2015. Donc, changement de régime, parce que c'était sous un ancien régime que la loi avait été adoptée. Et donc, quand en 2014, on a créé, avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, quand on a créé la CMU et les bourses de sécurité familiale, c'est au moment du lancement de la carte, c'est-à-dire 5 ans après, que le président, ayant vu vraiment la mobilisation, la forte mobilisation des personnes handicapées, s'est dit, ah tiens, mais ces gens-là aussi, on doit leur donner la bourse. C'est parti comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas une loi, ce n'est pas un texte, ce n'est rien d'autre. C'est juste, il a dit, ah, ces gens-là, on doit les enrôler dans les programmes de bourse. Ouais, donc ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi. Or, lorsqu'on faisait la loi, qu'on faisait la carte, la bourse n'existait pas. Donc, forcément, la carte ne visait pas la bourse. La loi a créé également un fonds d'appui aux personnes handicapées. Mais ça date aussi de 15 ans. Jusqu'à présent, il suffit juste de prendre un décret pour mettre en place le fonds. Le décret n'a jamais été pris depuis 15 ans. Donc, l'absence de volonté politique, elle est manifeste. Et nous, au niveau des organisations de personnes handicapées, nous avons réfléchi, nous avons travaillé, nous avons même proposé, accompagnés par des experts dans ce domaine, que, par exemple, certaines taxes soient spécialisées à prendre en charge la protection sociale des personnes handicapées. On avait parlé un peu de la TVA, hein, un taux, n'est-ce pas, un petit taux sur la TVA. On avait parlé également sur les taxes opérées sur la production de ciment, parce qu'au Sénégal, nous avons des cimenteries qui font beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on a découvert beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, et l'exploitation a commencé cette année. Sur ce plan-là également, on a fait des propositions pour que au moins une portion soit réservée au handicap, et ça pourrait permettre de financer la question. Mais, comme je dis, c'est une question de volonté politique. Merci. Merci beaucoup. Je pense que tous ces points sont très importants. Un des éléments partagés par M. Sido sur la question de la traçabilité, et je vois que M. Kébé, dans les questions-réponses aussi, mentionne cette question de la traçabilité des fonds. Madame Siloué, vous mentionniez des lignes budgétaires. C'est vrai que parfois,
les lignes budgétaires dédiées au soutien aux personnes handicapées ne sont pas facilement identifiables dans la loi des finances ou dans le budget national, dans les documents, en fait. Ça, c'est des choses que nous avons aussi constatées, hein. Ça ne veut pas dire que l'argent n'existe pas, mais qu'il n'est pas forcément facilement identifiable de l'extérieur. Je pense, Monsieur Fall, vous avez aussi évoqué des points très importants sur la question des sources de financement, notamment quand on est dans un contexte où on a un accroissement des revenus du gouvernement, c'est-à-dire comment on anticipe ou on prévoit de s'assurer que cet accroissement des ressources du gouvernement permette aussi de financer mieux l'inclusion des personnes handicapées. Je vais partager, alors malheureusement c'est encore qu'en anglais, mais pour le rapport mondial sur l'inclusion des personnes handicapées, sur lequel nous avons travaillé avec le BIT, l'OMS, l'Organisation internationale des personnes handicapées et autres, nous avons fait des analyses budgétaires, nous avons regardé différents modèles, différents pays, sur ces questions de traçabilité, de financement, de fonds spécifiques liés au handicap. Et donc, je vais mettre ça aussi comme lien. Je voulais aussi mentionner ma collègue Verena Damerao, qui précisait qu'au Burkina Faso, le Programme national de protection sociale, appelé Programme d'appui à l'autonomisation des ménages pauvres et vulnérables, comprend 5 composantes différentes. Et en plus de chercher à inclure les personnes handicapées dans la participation active au programme, il existe également une composante d'appui à la consommation qui comporte plusieurs lignes, dont une ligne spécifique, une ligne budgétaire spécifique dédiée au soutien des personnes handicapées, ce qu'elle considère comme une très bonne initiative. Donc je pense qu'on voit, hein, c'est toujours un peu la même histoire, est-ce que le verre est à moitié plein ou est-ce que le verre est à moitié vide? Selon où on est dans l'échelle ou dans le jeu des acteurs, on va voir les choses de façon différente. Mais si on compare ce qui se passe en ce moment avec une décennie, il y a 10 ans, je pense qu'on voit dans beaucoup de pays, les choses commencent à bouger. Madame Siloué précisait les différentes initiatives qui sont prévues dans la nouvelle politique nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que de la part donc Madame Siloué, André, Véronica, est-ce que vous auriez un dernier commentaire à faire? Oui, si je peux me permettre, je voulais juste rajouter encore quelque chose sur cette question de financement. Je pense que c'est très, très important de vraiment explorer plusieurs mécanismes. Et je pense que un chemin pour améliorer le financement des prestations, c'est aussi à travers le marché de travail. Si on réussit à mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans le marché du travail et assurer leur accès à l'assurance sociale, c'est un mécanisme qui se finance automatiquement à travers les contributions. Et dans ce contexte, surtout en Afrique, c'est très important aussi de penser à la formalisation du marché du travail et résoudre les questions d'informalité. Et le système de protection sociale, c'est un mécanisme important aussi pour la formalisation. Et donc, c'est juste une petite pièce dans l'ensemble, mais là aussi, c'est important de ne pas oublier les systèmes contributifs et leur contribution dans tout le système de protection sociale de couvrir tous. Un grand merci, Véronica. André, un dernier commentaire? Oui, je viens encore une fois avec, je pense, l'importance de l'identification de personnes handicapées parce que surtout en Afrique, et, enfin, c'est pas que en Afrique, mais quand on parle de qui est personne handicapée, on a souvent pour le même pays 3 ou 4 chiffres différents. Et surtout pour les responsables politiques, ça porte une confusion. Parce qu'en fait, ils ont du mal à interpréter un chiffre venant
d'une source, de l'autre. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur l'homogénéisation et qu'on dise qu'en fait, enfin, qu'on puisse promouvoir l'idée, parce qu'en fait, le nombre de personnes qui ont le statut de handicap en Afrique subsaharienne, il est extrêmement faible. Par contre, le nombre réel des personnes en situation de handicap, il est beaucoup plus important et on ne les identifie pas pour simple raison. C'est pas seulement la volonté politique, mais parce qu'en fait, il n'y a pas il y a pas vraiment de dispositifs. Parce que si vous n'avez pas des dispositifs spécifiques pour les personnes handicapées, à l'accès aux soins spécifiques qui a été évoqué, ou l'accès aux aides techniques, ces personnes-là, ils n'ont pas l'intérêt de s'identifier. Pourquoi elles vont s'identifier pour ne pas recevoir quelque chose ensuite? Donc, en fait, je pense que c'est un peu le serpent qui mord le queue. En même temps, on dit qu'en Afrique, on ne les identifie pas assez parce qu'en fait, enfin, on n'a pas de véritables chiffres sur le handicap en Afrique, mais aussi, si on commence pas certaines politiques, si on commence pas à mettre en place certain nombre de services et prestations liés au handicap, on ne découvrira jamais combien réellement il y a de personnes handicapées vivant en Afrique. Donc, je pense que il faut qu'on travaille aussi sur ce sujet-là, Mhm. d'identification. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrei. Madame Siloué, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, 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 j'aimerais dire que effectivement, la protection sociale, la promotion des personnes, volonté politique d'abord, le handicap, la prise en charge du handicap, c'est une volonté politique. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu le temps de donner maintenant, je vais le faire, que l'État octroie aussi des bourses et des aides qu'ils accordent des étudiants régulièrement inscrits. Donc, il y a nos étudiants régulièrement inscrits qui ont des bourses et puis ou des aides. Maintenant, ensuite, on a le fonds d'insertion professionnelle. C'est ce fonds-là pour les personnes handicapées, pour accompagner les entreprises privées, secteur public. Et bon, et pour les entreprises qui ne vont pas, le fonds vient des entreprises qui ne vont pas respecter un quota, c'est-à-dire que les entreprises qui ne vont pas prendre, qui ont un effectif de 1 à 100, ils doivent embaucher au moins une personne. Et Madame Silou, s'ils ne respectent pas à équiper les entreprises pour embaucher les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire ce qui concerne, par exemple, l'accessibilité et autres. Maintenant, dans le cadre de la couverture maladie universelle, nous sommes en train de travailler pour que la CEMU puisse prendre en compte les aides techniques, parce que c'est très important. Donc, parce que si on les aide à se soigner, il faut bien que les aides techniques là puissent les aider aussi parce que ça fait partie des soins. Et donc, nous sommes en train de voir comment nous allons inclure ça dans le panier des soins. Donc, voilà des éléments que j'avais omis, que je complète pour dire que voilà ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. Donc, merci beaucoup, vraiment, je Madame. vous remercie. Merci beaucoup, Madame Siloué, pour notamment cette question liée aux fonds spécifiques pour l'emploi qui viennent donc du fait que les entreprises ne respectent pas le quota. C'est fait aussi dans Voilà. d'autres pays comme la Chine, l'Allemagne, la France. Et c'est vrai que Voilà. c'est probablement, dans l'étude que nous avons faite sur les fonds dédiés au handicap, c'est probablement les mécanismes qui marchent aujourd'hui le mieux. En termes d'autofinancement, ça se rapproche de ce que Madame Botzak disait aussi par rapport à l'assurance sociale, en termes de système contributif. Donc, très intéressant.
Écoutez, mes très chers collègues, je vous remercie infiniment pour votre participation à ce webinaire. Je pense que nous avons vu à travers les questions et les interactions qu'il y a beaucoup de demandes. Et c'est vrai qu'avec les collègues, avec Véronica donc, et avec André, on s'est rendu compte qu'on a fait ensemble beaucoup de webinaires en anglais sur la question de la protection sociale et du handicap, avec des thématiques sur les coûts du handicap, l'identification des personnes, le design, comment on construit les transferts en espèces. Et je pense qu'il y a une vraie demande en fonction de ce qu'on a pu voir aujourd'hui pour peut-être plus de webinaires en français thématiques, où on peut aller un peu plus loin sur les points les expériences mentionnées notamment par Madame Siloué, Monsieur Sido, Monsieur Fall, mais aussi d'autres collègues comme Monsieur Kébé, Madame Damerao et aussi Madame Diallo. Donc toutes ces questions, on va discuter ensemble et voir comment nous pouvons continuer cet échange dans les mois, en tout cas d'ici la fin de l'année, peut-être proposer d'autres webinaires plus thématiques où nous aurons plus de temps d'aller dans l'ensemble de ces questions. Donc, vous allez avoir dans votre navigateur web, quand le webinaire se finit, un questionnaire de 2 minutes, 2 petites minutes pour l'évaluation de ce webinaire. Je sais qu'on est tous très occupés et je suis content que vous soyez restés avec nous tout ce temps-là, mais c'est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça va nous aider aussi, nous-mêmes et l'équipe de socialprotection.org, pour définir un petit peu mieux les produits et les webinaires à venir. Donc un grand merci à Véronica, à André, un grand merci au BIT, à la Banque mondiale, à socialprotection.org et à nos présentateurs et à nos panélistes. Un grand merci à vous tous de nous avoir rejoints et nous sommes très impatients de pouvoir continuer ce travail avec vous dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. Merci, Alex. Merci à vous. Merci, Alex. Merci. Merci, Alex. Ciao. Merci. Au revoir. Ah, t'as écouté.